bonjour, ça y est, le meeting est maintenant enregistré. Ceux qui ont reçu le lien par mail, bien sûr. Ceux qui ont reçu le lien par mail, donc apparemment, par moi-même et non pas par le site, apparemment sont inscrits ici sous mon nom. C'est pas grave, mais je pense que ce sera beaucoup plus simple de vous inscrire gratuitement sur Capital Discussion pour que chacun ait son identité. Parce que là, je vous dis, ça me perturbe un peu. Je vous invite aussi à tous mettre la voix, hein, qu'on parle et qu'on discute. Je n'ai pas l'intention de... Alors, attendez. Tout le monde peut annoter. Bon, très bien. Je découvre aussi, le logiciel, hein, donc excusez-moi. Ok, donc commençons. Bien. Ok. Donc, voici donc le premier trading group français. Je vais me présenter. Donc, je suis Bruno Voisin. Je connais Tom depuis de nombreuses années. Ça va faire au moins 15 ans. Ça fait sans doute 20 ans que je trade les options, mais pas forcément de manière régulière. Mais disons que je suis assez à l'aise avec les options. J'y suis revenu de manière plus rigoureuse et disciplinée en début d'année. Voilà. J'ai un parcours qui est un peu particulier. Je suis un Français de l'étranger. J'habite en Afrique du Sud, même si cette fois-ci j'organise. Excusez-moi parce que des fois je cherche mon français. Hein. Je suis le leader de ce groupe, pour employer le mot que Tom a utilisé, à partir de la France. C'est pas grave pour les réunions prochaines, puisque l'Afrique du Sud est à peu près dans le même fuseau horaire que la France. Je vais donc, attendez, si j'y arrive, continuer. Logiquement, il y a le disclaimer d'usage que je vous invite à lire, que bien entendu, Capital Discussion n'est pas en tant que financial advisor, n'est pas là pour... voilà. C'est vraiment uniquement éducatif et informatif. Les précautions d'usage sont faites. Mon écran, oui, c'est des taches grises à cause des fenêtres Webex qui sont sur la... Allô? Allô? Oui, on t'entend, Bruno. On t'entend, Bruno. Oui, est-ce que vous voyez mon écran en entier ou est-ce qu'il y a des taches grises? Il n'y a pas de tache grise, c'est bon pour moi. D'accord, parce que je fais ça sur mon portable avec un seul écran et j'ai les fenêtres Webex qui sont au-dessus de tout le reste. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Si vous voyez ça, c'est très bien. Ok, donc pour ceux qui ont été invités par mail, soit par un des participants ou par moi-même, encore une fois, je vous invite à vous inscrire à la communauté Capital Discussion, ce qui permettra effectivement qu'à la prochaine fois d'avoir chacun sa propre identité. Le meeting d'aujourd'hui pourra durer 1 heure ou plus, il n'y a pas de limite, ça dépendra un petit peu de votre participation. Je n'ai pas non plus, comment dire, préparé un agenda précis, parce que nous ne nous connaissons pas vraiment, et je parle par lesquels avec lesquels j'ai parlé, je me rends compte qu'on a vraiment des expériences et des styles de trading très différents. Moi, j'entends quelqu'un taper, je ne sais pas, c'est le tien. Oui, moi aussi, oui. Donc, pour la présentation, je voudrais, moi, vous dire à peu près ce que je fais. Je suis un trader non directionnel. J'ai une expérience, bien entendu, des Condors. J'ai une expérience plus récente, mais qui est, à mon avis, très intéressante à partager. C'est ce qu'on appelle le Weird Or. Et je viens de démarrer récemment des trades de style M3 de John Locke. Mes attentes ne sont pas des attentes de traders hyper actifs.
j'ai aussi un style de vie qui ne me permet pas vraiment d'y consacrer autant de temps que je voudrais, puisque en marge de mon trading, j'essaie de démarrer une activité de coaching sur certaines de mes techniques, mais qui ne sont pas les miennes, hein, que j'ai reprises et que j'ai un peu améliorées, enfin, je pense. Et je suis très content de travailler les fuseaux horaires américains, puisque ça me laisse la matinée pour une autre activité en finance. Je fais pas mal de projets en private equity, donc de financement de projets en Afrique, voilà. Donc mon style de trading est parfaitement adapté aux Weirdor ou M3 qui ne sont pas très très prenants en temps, qui ne sont pas stressants et qui sont des tradings mensuels, des techniques de trading mensuels assez simples. Quand j'ai plus de temps, je trade aussi des weekly calendars dont je pourrais discuter un peu plus tard ou lors des prochaines réunions. Donc avant qu'on revoie un peu, parce qu'on démarre ceci dans un moment qui a été assez agité, je pense que certains d'entre nous ont un peu souffert de la volatilité. Moi personnellement, je m'en suis très 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 bien sorti, mais je voudrais qu'on se présente et peut-être que justement pour amener au point suivant sur les dernières semaines, que les expériences de chacun sur que les expériences de chacun soient partagées justement au vu des marchés qui ont été animés récemment. Donc, celui qui a la voix, je vous invite à... Par exemple, Alain. Oui. Vous m'entendez? Oui. Ah, parfait alors. Ok. Tu es le premier sur la liste après moi, donc si tu peux te présenter un petit peu et le style de trading, la méthode de trading, les attentes et peut-être les difficultés rencontrées lors de ces dernières semaines. Bien. Moi j'ai du temps, je peux consacrer pas mal de temps au trading. Je suis un trader directionnel. Comme beaucoup de gens, j'ai commencé à trader en utilisant les indicateurs de type divers et je suis venu secondairement aux options. Et donc, j'utilise les options essentiellement sous forme de spread, que ce soit des crédits ou des débits spread. Je short les assets qui sont plus faibles que le SPY et j'achète les assets où je fais des balls pot spread sur des assets qui sont plus forts que le SPY. Donc je short les faibles, j'achète les forts. Ma religion est d'être très diversifiée et donc je ne suis pas très chaud d'utiliser des M3, des Weirdor ou des Condors sur du SPX parce que c'est des positions trop grosses. Je préfère une multitude de petites positions que j'essaye de trader de façon très rapide selon les conditions du marché. Alors ça marchait très bien pour moi jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, le rythme était trop rapide et je n'avais pas trop de temps, exceptionnellement, et donc ça n'a quand même pas été très bien au mois d'août. Voilà, merci. D'accord. Donc c'est un trading c'est un peu du hedging, quoi. Il y a un mix d'options et des sous-jacents. Oui, c'est ça. Initialement, mon portefeuille était constitué simplement de stocks et depuis un an, j'essaie de vendre le plus possible mes stocks et de remplacer par des options, la plupart étant sous forme de spread, de spread des verticaux. Je fais peu de calendar, je fais pas beaucoup de condors, j'en fais pas d'ailleurs, effectivement, je fais tous les types de verticaux, mais je ne fais pas vraiment d'autres choses. J'ai bien sûr quelques puts, des naked puts de vendus et quelques calls, bien sûr, achetés tout simple. D'accord. Et les naked puts sont bien sortis dans la tempête récente? Pour le moment, il y en a un cinquième qui pourrait être assigné en septembre si ça ne remonte pas. Mais bon, j'ai allégé mes positions et je suis comme je suis anciennement trader de stock, je veux bien acheter ces stocks à de bons prix, donc ça va, c'est pas trop grave. Très bien. Je peux poser une question, Bruno?
Oui, bien sûr. Moi, je suis un peu perdu parce que je vois trop de Bruno sur la liste. Alors Bon. Le trading d'options, c'est du 3 dimensions. Là, c'est en 4 dimensions, Bruno, apparemment, non? Oui, c'est ça. Bonjour, Alain. Tu es situé dans quelle région? En Belgique. Ah, ok. Avec Cyril, tu connais Cyril, non? Pas encore. Ah, ben voilà, bah, ça Non, va non, te faire, pas alors, encore. tu vois, c'est... Enchanté. Ok, bah, c'est sympa. Parce que Ok. Cyril est en Belgique, Alain. Il est D'accord, ok. Il s'est exilé, c'est un exilé fiscal. D'accord. C'est Il a un- peut-être tort parce que la Belgique a changé, mais pour le moment c'était effectivement intéressant. Mais voilà. C'est un garçon charmant et D'accord. généreux et bon voilà, qui gagne à être connu. Voilà. D'accord. Voilà. Si tu veux prendre la suite, Émeric? Bah, je prends la suite. Moi, je trade les options depuis 2013. Je suis à la base analyste technique, et j'ai eu la chance de commencer moi directement par les options et pas les actions. Et je suis moi plutôt un trader non directionnel. J'ai une légère préférence pour les stratégies dites butterfly, qui sont des trades qui me conviennent bien, soit à la fois en directionnel ou en non directionnel. Ce sont des choses sur lesquelles je continue à travailler. Toutes les stratégies de spread, je les pratique également, bien call spread, bull put spread, parfois du directionnel quand j'ai une opportunité, on va dire, l'opportunité de le faire. Je trade peu, mais bien. Voilà. Peu de pertes, très peu de pertes, des petites pertes, des gains, on va dire, relativement intéressants. Oui, relativement intéressants. Voilà. Que dire de plus? Je suis toujours en apprentissage, on apprend chaque jour. Ça demande beaucoup d'humilité, de travail, oui. Et aussi de partage, parce que je pense qu'il faut partager, que le groupe est important pour faire circuler les connaissances, les énergies, transmettre, recevoir, voilà. Je suis aussi un membre de Capital Discussion sur la partie, on va dire, américaine. Et enfin voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas si vous avez des questions ou. Non, quand on parle des options du style trading, plus ou moins actif, Émeric, on a discuté au téléphone hier. Chacun a bien sûr un profil de risque qui est différent et peut-être des attentes de retour sur capital différentes. Je crois que la question fondamentale, Bruno, c'est pourquoi trade-t-on? Est-ce que c'est pour se faire un shoot d'adrénaline, auquel cas il vaut mieux aller faire du saut à l'élastique ou de la moto sur un circuit ou aller nager avec les requins? Pourquoi trade-t-on? Voilà, je crois que c'est une des questions fondamentales. Je pense que si on maîtrise bien les choses, c'est un métier qui permet d'avoir une grande liberté. Une grande liberté. C'est aussi une bonne école pour apprendre sur soi. C'est un travail sur les peurs, les colères, pas mal de choses. Il y a tout un aspect psychologique derrière qui est peut-être une des clés principales parce que une fois qu'on a, en fait, le trading commence à partir du moment où les ordres sont exécutés. Et là, on se trouve dans l'inconnu et voilà. On y reviendra certainement. Par la suite. Mais oui, justement, il y a les motivations, bon, c'est quand même financières. Il y a la stimulation intellectuelle des options qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et l'adrénaline, effectivement, on pourrait peut-être la trouver ailleurs, mais bon, il y a une passion, il y a un sentiment du jeu, hein, de la compétition, gagner. Je pense que c'est important. Si on manque de confiance en soi ou si on a peur de réussir, on n'arrivera jamais. Mais après ça, effectivement, moi, je reviens sur
sur cette liberté, ce sentiment de liberté. C'est le trading. Je sais pas, j'entends du bruit là. Il y a un hélicoptère qui passe à côté de chez moi, c'est pour ça. C'est peut-être le monde le plus flexible. On peut pratiquement trouver une méthodologie de trading d'options pour à peu près n'importe quel profil d'investisseur. Quelqu'un de très actif qui va vouloir prendre des risques et gagner 5% par semaine, à quelqu'un qui veut quelque chose de plus calme et gagner 2% par mois parce qu'il n'a que 30 minutes à y consacrer par jour. On y trouve à peu près, on peut à peu près y trouver tous les profils. Et je ne sais pas si dans ces petites réunions, on va trouver forcément toutes les synergies possibles si on a vraiment des profils qui sont très différents. Moi, j'ai dit très clairement que même si j'adore ça et j'y passe beaucoup de temps, je ne veux pas non plus que ça me bouffe la vie. Je fais autre chose, j'ai d'autres passions, je suis un Africain. Je pourrais vous parler de ma réserve au Botswana. J'ai d'autres choses qui m'attirent dans la vie. Mais j'ai la chance d'avoir trouvé, je pense que toi, Émeric, tu as trouvé aussi, trouvé quelque chose qui me convient. Et ça, je suis prêt à le partager. Oui. J'espère que d'autres ressentiront les mêmes choses. Si un autre Bruno veut prendre la parole, parce que je vous dis encore une fois, j'en vois 4. Effectivement. Qui d'autre est prêt à prendre la parole? Bonjour. Bonjour Patrick. Oui, salut Émeric. Ça va? Oui, ça va bien. Alors, je vais me présenter à vous, au groupe. Je suis un ancien market maker et trader pour compte propre en banque d'investissement. J'ai commencé à traiter sur les options en 89, janvier 89, options de taux, et après j'ai commencé à traiter sur tout ce qui était options, dérivés, actions et indices, en faisant du market making officiel, donc market maker officiel sur la bourse de Paris, après sur l'Eurex, donc la bourse allemande. Et après j'ai traité entre autres des produits structurés, ça faisait partie de mon métier. Disons que maintenant je suis dans une autre perspective que Émeric connaît bien, développer une activité autour de l'expertise que j'ai sur la gestion des risques, sur la volatilité et sur diverses stratégies. C'est pour ça que je me suis permis d'assister à cette présentation à ce groupe. Mon style de trading, moi je dirais que le style s'adapte au marché, et doit s'adapter au marché. Ma petite particularité, et ça c'est peut-être une formation ou une déformation professionnelle, c'est que j'ai, disons, une habitude d'avoir des positions qui sont très couvertes, voire très orientées et gagnantes à la baisse. Ça c'était dû à une formation de market maker où nous on ne pouvait pas se permettre d'avoir des pertes importantes lors de grosses chutes de marché, et on savait très bien que c'est là où on gagnait entre autres le plus d'argent. Donc dans mon style de trading, il sera toujours marqué par cette forme d'entre guillemets d'exposition et de protection du capital au minimum. Après, j'ai beaucoup d'idées de trading qui sont plus directionnelles. Directionnelles en se basant sur pas mal de paramètres macro et chartistes sur le sous-jacent. Mais l'idée aussi, c'est de tirer parti d'événements à venir, comme celui qu'on a vu dernièrement, qui est en fait pour moi quelque chose de normal. C'est quelque chose, je ne vais pas dire que j'avais prévu ça, je suis pas Madame Irma, mais si vous voulez, sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, où je suis assez actif, depuis quelque temps, je menais une idée de faire très attention à ces niveaux de marché, avec des volatilités relativement basses, voire très basses, et qui, à mon sens, ne prenaient pas en compte pas mal de paramètres qu'on voit arriver tout doucement, qui sont la remontée des taux, les difficultés que vont avoir beaucoup de pays, notamment les US, à financer leurs dettes.
Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait les 2 dernières années? C'est-à-dire que moi, j'ai quitté une société de trading pour m'orienter avec un ancien associé à moi vers la gestion pour compte de tiers. Tout était à base de stratégies options, uniquement des stratégies options et uniquement des stratégies options sur les marchés listés. Donc pas de produits OTC. Des stratégies qui peuvent être couvertes ou pas couvertes via le sous-jacent, que ce soit action ou futur. Voilà. C'est intéressant. Peut-être qu'on pourra rajouter dans la revue des marchés une section macroéconomie et même aussi peut-être différencier les traders qui sont très attachés à l'analyse technique du sous-jacent des autres. Moi, je connais quelques bons traders d'options qui font quasi totale abstraction de l'analyse du sous-jacent. Donc, là aussi, ce sont des philosophies différentes, mais on pourra en parler à chaque fois avec des visions différentes. Ouais. Ok. Quel autre Bruno Voisin voudrait discuter? Parce que là, je vous dis, j'en vois un paquet. Il ne s'est pas encore présenté. Moi, Cyril, donc on se connaît un petit peu avec Émeric. Beaucoup même. Beaucoup même, ouais. On est en relation souvent. Ouais. Alors moi, je viens en fait au départ de choses qui n'étaient pas très très bien, qui étaient de la vente de naked put, principalement. Et bon, j'ai vite senti les dangers, donc avec d'autres amis de cette façon de pratiquer, et on a diversifié ça. Enfin, moi personnellement, j'ai diversifié ça, principalement sur des strangles, des choses comme ça, des butterflies aussi, sans grand succès. On a pratiqué beaucoup de spread, et aujourd'hui, je m'oriente plus vers un trading où je m'assure de ne prendre pratiquement pas de risque. C'est-à-dire que je pars du principe que je veux acquérir le sous-jacent et je le fais dans un money management qui est assez précis. Je vais essayer de rajouter aussi des call spreads là-dessus, sur les mêmes positions. Et en parallèle, on développe un trading sur le SPX, donc avec des prises de position assez long terme sur les ventes de call et des ventes de put assez court terme. Voilà. En étant très OTM de part et d'autre. Et la gestion du risque moi, tout ce qui est naked put, naked call, ça me fait un peu peur. Comment on gère le risque dans ces cas-là? Naked call, moi j'en ai fait, ça a été catastrophique, notamment sur des valeurs comme Netflix. Ensuite, sur les naked put, c'est quelque chose. Je dirais aujourd'hui, il faut pour moi raisonner en se disant on va faire du naked put en voulant acheter les valeurs et que ça ne dépasse pas par exemple 3 à 5% de la ligne du portefeuille, quoi. À peu près, en cas d'assignation. Ok. Voilà. Et est-ce que vous utilisez les Grecs pour manager votre position ou pas du tout? Alors on utilise les Grecs. Moi j'utilise les Grecs très mal, très très mal. J'ai des matrices. Le souci, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, notamment au niveau des butterflies, lorsque on fait des simulations, on s'aperçoit que la partie théorique et la partie réelle qui est chez le broker, ça ne colle pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on devrait par exemple être gagnant de quelques centaines de dollars, et on s'aperçoit que chez le broker, soit on n'arrive pas à sortir la position, soit on est perdant sur la position. Donc ça, c'était un souci jusqu'à présent. Donc, c'est dû à quoi? Une mauvaise estimation de la volatilité? Non, pour moi, c'est dû au fait que le broker, en fait, entre la partie théorique et la partie pricing réel chez le broker, il y a un écart.
En fait, quelle que soit la plateforme, et y compris les plateformes des brokers, il y a une modélisation qui est faite, qui vaut ce qui vaut. Hein. On pourra rentrer dans un débat plus poussé éventuellement sur les inconsistances ou les faiblesses du Black and Scholes. Bon, mais les modèles ne sont pas parfaits, mais c'est ce qu'on a de mieux. Hein. Donc, Ouais, non, mais il faut une base, hein, bien sûr. oui, il faut une base. Si on en connaît, on pourrait aussi parler. Il y a eu récemment sur Capital Discussion une présentation par un gars son pseudo c'est Green Zone et son vrai nom c'est Ron Bettino, qui a fait une présentation sur les weighted Vega, justement sur des erreurs d'appréciation du Vega, en particulier plus les expirations sont lointaines. Ça gêne pas trop tant qu'on fait du weekly, mais quand on commence à faire du monthly et même sur des expirations assez longues, le Vega est bien inférieur à celui qui est présenté par toutes les plateformes. Est-ce que je peux vous poser une petite question, parce que si je peux me permettre, je suis assez surpris par ce qu'on vient de dire, ce que je viens d'entendre. Tout simplement parce que, bon, maintenant, les modèles mathématiques sont tous connus. Le modèle Black and Scholes, qui est un ancien modèle, est de moins en moins utilisé. Et ceci étant, les brokers par qui vous passez traitent normalement sur du marché listé. D'accord? Donc vous avez des fourchettes qui doivent être binanasques tout le temps. Et il n'y a pas de raison qui ferait qu'une position où vous êtes gagnant ou perdant soit valorisée à un autre niveau. Pour moi, il y a une problématique dans tout ça. De vous à moi, c'est la première fois où je fais partie d'une discussion comme ça, mais en tant que professionnel, je n'ai jamais entendu parler de ces problèmes-là. Et je ne vois pas dans quelle mesure il pourrait exister, si je peux me permettre. Il y a les modèles mathématiques qui sont utilisés par vos brokers, entre guillemets, pour valoriser vos positions. C'est pas eux qui les déterminent, les modèles sont déjà connus du marché. Les prix sont les prix qui doivent obligatoirement réfléchir les prix du marché. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème avec le broker. Et dans ce cas-là, il ne reflète pas les prix du marché, et personnellement, je n'utiliserai pas ce broker-là. Non, mais le broker en question, bon, c'est Interactive Broker, donc je ne pense pas que ça soit le cas, qu'il y ait des problèmes avec eux. Maintenant, je me suis souvent aperçu que lorsqu'il y avait soit des appels, en fait, des appels de marge. Oui, des appels de marge sur une position, par exemple, qui s'emballe ou quelque chose, on voit tout de suite, par exemple, le broker qui va se couvrir et prendre, il a tendance à valoriser beaucoup plus la situation qu'elle devrait être, quoi. Alors, en fait, il suit des règles de marché. Hein. Si je peux me permettre, Cyril, par exemple, moi, en tant qu'ex-professionnel, en banque d'investissement, mon plus gros portefeuille, c'était en produits dérivés, dépassé 1,5 milliard d'euros. Nos appels de marge, ils sont déjà petit 1 dictés par la bourse. Donc selon les conditions de marché, on va dire dans un marché calme, tu vas avoir un appel de marge qui est déterminé X. Dès que la vol change et que le marché s'emballe, la bourse par défaut va changer le niveau d'appel de marge et va obligatoirement contraindre ton broker à le faire. Si le broker ne le fait pas, c'est lui qui est responsable. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on peut le trouver sur les textes US ou européens. Là, par exemple, en forte volatilité, les appels de marge sont calculés plus souvent. Et notamment, c'est une des raisons pour laquelle ils ont mis en place les coupes-circuits. Parce que les coupes-circuits faisaient en sorte que les appels de marge étaient recalculés avec des autres niveaux. Et les gens qui ne comblaient pas leurs appels de marge ont liquidé leur position. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est payé soit par le broker, soit en grosse partie par l'exchange. Ah, moi quand j'étais pro, quand j'ai traité à titre perso, j'ai utilisé IB. Leur façon de faire les appels de marge est des fois peut-être un peu, on va dire, peut-être un peu compliqué, je trouve. Mais
il faut penser ça comme étant une sécurité un peu pour toi. Parce que si ça n'existait pas, il y aurait plein de portefeuilles qui auraient explosé bien plus tôt et eux, ça leur aurait fait une très même mauvaise publicité. Interactive Brokers, c'est un des plus gros market makers mondiaux. Hein. Ouais. Donc moi j'ai travaillé contre eux, enfin c'est pas négatif, physiquement, je les connais depuis la fin des années 90, vers 96, même milieu 96, physiquement sur le floor, leur prix affiché reflète les prix du marché. Donc du coup, il faut te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème, est-ce qu'il y a un autre modèle que tu utilises pour valoriser tes positions qui est différent? Je ne sais pas, quand on a par exemple des... Moi j'utilise une matrice, qui est faite par, je sais pas si tu fais, Morgan Travaseg. Ouais, je connais, ouais. Donc, j'utilise la matrice. J'ai fait une formation d'ailleurs avec Morgan. Et en fait, quand à une date donnée, on doit être... Quand on doit être gagnant à un moment donné, à une date donnée, on s'aperçoit que si c'est un butterfly, c'est dans les butterflies. Sur la plateforme Interactive Brokers, il n'est pas possible de sortir. En tout cas, pas aux tarifs qui sont déjà précalculés. D'accord. Écoute, à voir, à discuter, mais les prix affichés sont des prix en temps réel, donc ils reflètent obligatoirement les prix du marché. Maintenant, ce qui est vraiment important, et je vais arrêter après ça, je vais laisser parler les autres participants, mais c'est quand même, nous en tant que professionnels, on a toujours mis en avant, enfin moi notamment, la protection du capital et du portfolio. Tu vois, c'est très très important de faire en sorte de limiter tes risques et de entre guillemets perdre le moins possible. Aujourd'hui, ma philosophie, si vous voulez, d'abord, elle se base sur. Je pense que j'ai compris qu'il fallait trader les options et en général, je dirais, se comporter d'abord avec du bon sens. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses. C'est d'abord la technique. Bon, la technique, toutes les techniques qu'on peut employer, ou tous les véhicules qu'on peut employer, etc. Mais au-delà de tout ça, il reste d'abord savoir dans quel cadre on veut évoluer, on évolue, et tout ça, ça doit être de bon sens. D'accord. C'est-à-dire que si on prend une position pour faire du naked put, le bon sens pour moi, c'est d'abord de travailler sur une liste de valeurs. J'ai commencé avec Joël Bourguignon, une liste de valeurs où on a étudié les fondamentaux, où on les étudie en permanence, et on va accepter de se retrouver avec ces valeurs, parce que ces valeurs correspondent à des critères qu'on a prédéfinis. Voilà. Pour moi, voilà, donc le risque, c'est de changer pour trader avec moins de risques possible et avec le meilleur bon sens possible. D'accord. Je ne sais pas si on va y arriver. Mais... Bien sûr. Il y a du bruit de fond parfois, là, c'est un peu... Enfin, bon, c'est pas grave. Est-ce que... Je crois que c'était Cyril, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as des enseignements de quelqu'un qui est spécialiste, expert en vente de put? Moi, je pense que toute stratégie doit être backtestée ou au moins avoir suivi le test du temps chez quelqu'un qui la maîtrise depuis des années. Oui, non, la vente de put, on sait très bien que c'est quelque chose qui c'est extrêmement dangereux. Toxique. Hein? Toxique, mon cher Cyril. Là. Oui, tout à fait toxique. C'est toxique, oui, c'est dangereux, c'est du prêt à trader, c'est du McDo trading, c'est surtout la manière dont ça a été enseigné. Vendre les 50 de plus haut sur un marché en bulle, qui est en bulle, où on ne connaît pas la réelle valeur des actifs, et dire tiens, je vais récupérer les titres, et puis après, bon, tu te retrouves avec des titres, tu sais même pas, vendu sans jeter un coup d'œil sur le niveau de vol, et puis tu te fais éclater. Enfin bon,
des appels de marge et tout ça, et ça donne des pertes importantes, alors qu'avec un simple spread, parfois avec un simple spread, on fait beaucoup mieux. Hein. On fait beaucoup mieux, on a la chance d'avoir des stratégies construites, référencées. Ça demande un peu plus de travail, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'y pencher. Bon, on a du delta et du gamma faramineux sur des tickets de foot. Et quel que soit, à la limite, celui qui veut plonger à l'élastique, c'est son problème. Mais il faut des alertes. Le risk management, à mon avis, c'est d'anticiper et un niveau de delta et de gamma donné, relayer sa position, la fermer. Je connais trop de gens qui font du naked put et qui jouent juste les écarts types et espèrent passer à travers les gouttes jusqu'à l'expiration. Ça, c'est la roulette russe, ça. Et il y a un adage qu'on m'a appris il y a 20 ans quand j'ai commencé les options, l'adage qui est particulièrement applicable à ceux qui font des naked puts, c'est en anglais, c'est eat like a bird and shit like an elephant. Je sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà. Oui. Et il faut faire très attention à ça. Hein. C'est-à-dire que vous allez grappiller un peu, mais à la limite, si tu veux acheter des titres, pourquoi pas, t'es payé pour les acheter, mais en faire une stratégie de fond, et c'est-à-dire que c'est une stratégie qui est facile à comprendre, en fait, entre guillemets. C'est ça le piège. C'est que ça ne nécessite pas de réflexion. On prend un titre. La manière dont ça a été enseigné, c'est je prends un titre, je regarde les 52 plus hauts avec un scanner, et puis je vends des puts moins 20, moins 30, moins 40% pour acheter la valeur, et sans considération de volatilité, sans rien. Et voilà. Donc ça, c'est une stratégie qui est très simple à faire, à implémenter, mais qui fonctionnait ces dernières années, 2012-2013, mais le jour où le marché il consolide, comme on a vu, c'est dramatique. Hein, c'est dramatique. Hein. Je connais des gens qui avaient des portefeuilles de 120, 130 lignes de vente de put à nu. Voire un peu moins, 60, 50, c'est du suicide. Hein. C'est du suicide. Énorme. C'est du suicide. C'est pas parce qu'on est sérieux sous-jacent que ça n'est pas une perte. Faut le prendre tel quel quand même. Oui, mais à condition de ne pas avoir... souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils chargent un peu trop là-bas. C'est pas souvent, ils le font souvent. Pourquoi? Parce que les primes le montant des primes il est faible, donc les gens multiplient les lignes, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Surtout pas faire. Comme le disait Patrick, on n'est pas dans des niveaux de volatilité exceptionnels. C'est une correction qui pouvait être attendue, mais qui n'a rien d'exceptionnel. On n'est pas dans un black swan là. Hein. Bon, la correction a été très rapide. Je pense en style d'inflexion, c'est vrai que c'est peut-être là où il y a le plus de points de perdus en 3 jours, mais elle est pas dramatique. Hein. Peut-être que le pire est devant nous. C'est tout à fait vrai. Moi, j'ai une question, une réflexion qui est importante, et ça vient de mon expérience professionnelle, et vous l'avez certainement tous. Ce qui est fondamental, avant de traiter déjà, c'est de voir le risque implique une stratégie, quel que soit le type de stratégie. Et de regarder ce que ça va vous rapporter par rapport à ce que ça peut vous coûter. Et dans tout ça, il faut quand même regarder l'ensemble de votre portefeuille. Qu'est-ce que peut donner un choc de marché? Et je dis bien un choc de marché comme celui que vous avez pu voir dernièrement, avec des hausses de vol sur le court terme qui ont été très violentes. Et qu'est-ce que ça donne à l'instant sur votre portefeuille? C'est-à-dire qu'on va prendre un portefeuille de X centaines de milliers de dollars ou d'euros. Qu'est-ce que ça peut vous coûter? Voilà. Ça, c'est fondamental. Nous, en trading compte propre ou market making, on avait toujours ça en visu quotidienne. Et vous devez, si je peux me permettre, gérer ça, c'est-à-dire faire quelque chose. Si vous rentrez une stratégie qui vous plaît, mais qui va induire beaucoup de risques dans votre portefeuille, il faut obligatoirement trouver quelque chose qui va réduire une partie de ce risque-là. Même si ça réduit une partie de vos gains, le but, c'est quand même d'avoir un portefeuille qui va perdurer dans le temps,
on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais je pourrais vous raconter des histoires en tant que market maker, trader ou de gens qui faisaient des naked puts pendant des années. Il a suffi d'une journée pour qu'ils perdent leur gain de 2 ans. Et encore, c'était de la chance. Ils auraient pu perdre beaucoup plus. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'outil qui leur permettait de visualiser un choc de marché. Il n'est pas uniquement un choc de variation de spot, mais ça va être une variation de vol et de skew. Et ça va vous changer énormément de choses. Moi, je vous dis franchement, il faut obligatoirement avoir l'outil, il existe chez plein de brokers et il existe à côté dans d'autres systèmes. Il vaut mieux être conservateur et savoir où sont ses risques et pas faire comme certains que j'ai connus ont pu faire, ce qu'on appelait du hurrah trading, quoi. On entend toujours les ventes de put et on entend rarement les ventes de call. La simple raison, la raison est simple. La volatilité est plus élevée sur les puts et permet aux gens de ramasser plus de cash. Mais je pense qu'il faut... je suis pas là pour donner des leçons, c'est pas mon optique. Moi, je suis là pour apprendre de vous, parce que j'apprends des choses sur des stratégies que moi, je n'utilisais pas. Mais je suis là aussi pour conseiller, et mon conseil, c'est de faire très très attention dans la gestion des risques, surtout si les marchés, on le voit depuis, ça fait plus d'1 an, où la vol est énormément montée, il y a des changements de régime qui sont considérables, et c'est pas fini. Si je pouvais me permettre, je vous inviterais à venir la semaine prochaine, le 28 ou 30 septembre, il y a la conférence pour toute l'Europe du CBOE qui est sur la volatilité des options. J'y suis allé l'année dernière, ça dure 2-3 jours et c'est intensif. C'est très intéressant de voir que quand même le centre de tout ça, c'est la gestion de votre risque. Vous devez pouvoir gérer votre risque et l'assumer. Combien vous êtes prêt à perdre sur un portefeuille qui vaut 100 000 euros ou 100 000 $? Combien vous êtes prêt à perdre? Et que votre portefeuille, si un spot fait moins 20 ou plus 30, peu importe. Ça, c'est fondamental. Parce que malheureusement, ça arrive. Et là, on l'a vu. Et là, c'est tout type de trader qui gérait mal ses positions, qui a pâti de ça. Et ça, je peux vous dire que ça a saigné violemment. Et certains professionnels qui ne géraient mal le risque ont beaucoup perdu. Mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui ont subi ça. J'ai cru comprendre que par mes conversations avec Émeric que malheureusement ce type de trade était assez répandu, en particulier en France, et peut-être dû à des cours, j'ai oublié le nom, mais qui sont dispensés. La désinformation de base. Et ce que je pourrais proposer, puisque c'est de l'actualité, c'est de faire une réunion sur ce type de trading risqué et comment on peut effectivement calculer et peut-être limiter le risque sur ce type de trade. On pourrait y consacrer peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on discutera plus tard du rythme qu'on prendra. Ce que je vois déjà, c'est que pardon, excusez juste une seconde. Je vois déjà que nos confrères outre-Atlantique ne sont pas venus, donc on pourra aussi en fin de réunion discuter d'un autre créneau plus... Voilà. Ouais. Moi, je voudrais poser une question à Patrick. Aïe, oui. Non. Tu utilises en moyenne, tu as quelles que sont les conditions de marché, tu arrives à avoir une rentabilité à peu près en ayant une gestion de risque, on va dire optimale et parfaite. Tu arrives à faire tourner les portefeuilles à peu près à combien à peu près? En perf annuel? Oui, à peu près en moyenne. Bon, alors, on va dire sur une longue période, sur 10 ans ou 15 ans. La perf annuelle, de toute manière, elle va être corrélée au risque. Oui. Okay. Et bien évidemment la gestion du risque. Alors, en banque d'investissement, les performances, elles peuvent être indécentes, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est pas péjoratif, mais on pouvait très facilement arriver à des performances supérieures à 30-40%. Ça, c'est l'indécence, ça, oui. Quand je dis indécent, c'est que sans prendre... Après, moi, on peut avoir des performances beaucoup plus élevées que ça.
Oui. Des 200, des 300%. Ça, c'est pas, mais c'est corrélé à Au risque qui est considérable. Oui. Moi, dans les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, il y avait une gestion du risque qui était quand même très très proactive et on n'avait pas des risques, enfin, on avait des risques importants, mais beaucoup moins importants que ce qui était utilisé en banque d'investissement dans les banques, certaines banques anglo-saxonnes. Mais ceci étant, ces chiffres-là, oui, 30-50% annuels, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est classique. Ceci étant, ça va peut-être passer par des périodes où le trader ou le market maker peut souffrir. Souffrir parce que le marché est atone et que la vol est très basse. Et que son style de trading et sa gestion des risques ne permet pas d'être short gamma à court terme. Et quelque part, je reprendrai un petit peu, parce que hier soir, j'ai regardé certaines vidéos américaines que j'ai pu choper et downloader d'ailleurs. Bon, il y en a qui étaient très intéressantes, il y en a sur lesquelles je me pose de grosses questions. Et donc c'est intéressant pour moi. Mais je prendrai les propos d'un monsieur que je connais qui s'appelle Nathan Berg, que j'ai rencontré l'année dernière. C'est un monsieur qui a, à mon avis, 70 ans, qui était market maker sur le floor à Chicago, donc market maker officiel. Il dit quelque chose de simple que nous on a appliqué, peut-être pas assez d'ailleurs, mais qu'on applique et qu'il faut appliquer. Par moment, il ne faut pas traiter. Il ne faut pas traiter dans l'impulsivité. Pour un market maker, c'est difficile parce qu'il va faire de l'argent sur des petits écarts et de nombreux petits écarts, mais des fois, il vaut mieux pas avoir de position et savoir attendre. Et ça, vous, à titre privé, vous devez le faire. En banque d'investissement, on va vous mettre la pression parce qu'il faut que vous ayez du chiffre. Mais à titre perso, il vaut mieux attendre, scanner, et vous dire, ah bah tiens, le marché n'est pas prêt, moi, voilà. Et ben il vaut mieux attendre, garder son cash is king, c'est ce qu'on dit en anglais, et l'opportunité, elle arrivera. Il vaut mieux se dire, je ne traite pas pendant 3 mois, et quand vous voyez l'opportunité arriver, ou que vous la pressentez, bah, ça sera toujours plus intéressant, parce que autrement, vous allez multiplier certains trades qui vont malheureusement être fatals. Enfin, fatals. Qui vont coûter cher. Ouais. On se rend certainement compte que certaines personnes vont prendre 10 ou 20 trades. Sur ces 10 ou 20 trades, ils auraient peut-être pu en éliminer 50%, 60%, parce que c'est des trades qui rapportent ou rapportaient pas grand-chose, ont coûté ou peu, mais qui ont induit du risque et des trades qui ne valaient pas la peine en fait. Nathan Berg, Patrick, c'est celui qui a écrit le livre, le Seldom, non? Moi, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré l'année dernière justement à la conférence sur les risques et la volatilité à Dublin. Et cette année, j'ai visité encore. Cette année, c'est à Genève. Et franchement, c'est un super endroit à aller. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à écouter. C'est des conférences. Enfin, on n'y va pas pour c'est pas une discussion de salon, c'est intense quoi. Il y a plein de forums, c'est un très très bon. Pour moi, c'est la meilleure des conférences que j'ai faites en 2 ans. Et on en a fait plein. C'est la plus professionnelle. C'est pro, c'est plus pro. C'est pro et accessible. Alors ils évoquent quoi? Des problèmes de VIX, de ce genre de choses, non? Il a été beaucoup évoqué la problématique du VIX l'année dernière, l'utilisation du VIX, des options sur VIX. Évidemment, le TBOE met en avant tous les produits ECOT, donc S&P et autres, les nouveaux produits qui sont lancés, qui vont être lancés. Ils sont pro gestion des risques. C'est vrai que la gestion des... Et les conférences sont pas uniquement faites par le CBOE, mais peuvent être faites par des gérants de fortune, par quelques banques d'investissement. Voilà, on peut aller à plein de conférences différentes. Et franchement, quand je vois le coût de cette conférence, qui dure plus de 2 jours, par rapport à ce que j'ai entendu, qui a été payé par certaines personnes, des formations, c'est une rigolade. La conférence sur 2 jours, elle doit coûter, je dirais un chiffre approximatif, dans les 2000, je crois que c'était 2000 $. Oui. C'est 2 jours de conférence intensive, avec des repas et tout. Ça commence à 9h, c'est 9h, 13h, 14h, 17h, voire 18h.
Et c'est très intéressant. Moi, je pourrais vous mettre le lien, vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder les trucs qui ont été faits l'année dernière. Nous, l'année dernière, j'ai rencontré un gérant suisse qui avait 300 millions d'euros à couvrir pour un client. Là-bas, il a posé des questions, il a essayé de savoir comment. Nous, on l'a rencontré, je lui ai proposé une méthodologie. Après, c'est le client qui accepte ou qui accepte pas. Hein. Mais disons qu'on peut rencontrer tout type de personnes. Il ne faut pas dire que c'est des gens qui sont inaccessibles. Hein. Je pense, Patrick, que le gestionnaire, tu as dû lui faire peur. Non, en fait, lui, il n'était pas décisionnaire, si tu veux, du truc. Nous, on lui a transmis la façon de couvrir. Il voulait couvrir 100% de son portefeuille. Mais il a dû avoir peur, Patrick, le gestionnaire. Tu sais. Ça coûtait rien. Hein. Ça lui coûtait 1,2% de. Non, il a eu peur pour son client. Pour lui, en fait, par rapport à un niveau de, tu sais, un niveau de compétence. Hein. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je propose qu'on fasse, j'allais dire une émission, mais un webinaire sur la gestion du risque, parce que c'est un sujet important. Mais je voudrais quand même laisser la parole à d'autres personnes, parce qu'il y a encore des Bruno Voisin, il y a Daniel Routier, et je vois que Joël n'a pas mis le son. Ce serait intéressant d'entendre un petit peu tout le monde. Oui, qui n'a pas pris la parole jusqu'à maintenant? Oui, c'est Joël, vous m'entendez? Oui, Joël. Oui. Bon, alors donc, moi, je ne suis pas un professionnel de la finance, mais il y a deux personnes du groupe, là, Cyril et Émeric. Oui. J'ai débuté en courant 2012 dans le trading d'options. Et avant, j'y connaissais absolument rien dans la finance. Sauf si je peux me permettre, Joël, le son est très très bas là. Comment? On n'entend pas très fort. Ah. Bon, je parle plus fort. Donc je disais, j'ai commencé en courant 2012 à faire du trading sur options. Mon broker est Interactive Broker et je suis basé à Paris. Alors, ce que je fais, c'est que jusqu'à présent, je fais plutôt des ventes de put secs. Et même en sachant que c'est très risqué, je ne savais pas assez que c'était très risqué. Oui. Donc, on a une problématique. Donc, j'ai quand même été très surpris par la brutalité de la baisse de la fin du mois d'août. Tu as un gros portefeuille, Joël? Tu as un gros portefeuille ou? Ça dépend gros. Ouais, c'est un montant à 6 chiffres hein, quand même. Ah d'accord, oui, donc oui. Ouais, c'est. Ouais. Tu as combien de lignes Tu as beaucoup de lignes? Ouais, actuellement j'en ai 31. Donc c'est tout. Il va falloir que je fasse le ménage là-dedans et que j'abandonne ce n'est que tout, ce qui est une merde en fait. Oui, c'est. Ouais. C'est. Comment, tu sais, oui. Mon interprétation de la baisse, hein, peut-être que je me trompe, mais le S&P 500 il naviguait autour de 2090 à peu près, Oui. avant la grosse correction. Maintenant il tourne autour de 1940. Je n'ai pas l'impression que ce soit dû au fait que le pétrole est baissé, on le sait depuis pas mal depuis plus de 6 mois, depuis presque un an, plus d'un an même. Ça vient de questions de Chine et autres. Je pense que ça vient du fait que la plupart des investisseurs et leurs flots. On n'entend pas très bien parce que il y a quelqu'un qui marche ou qui a le micro branché et ça marche. Je sais pas, allô? Oui, il y a beaucoup de bruit parasite. Ouais, c'est pour ça qu'on n'entend rien. Il y a un Bruno Voisin qui fait. Il y a quelqu'un qui marche ou qui a laissé son... C'est peut-être Cyril, non? Non. Cyril? Oui. Allô? Il y a quelqu'un qui bouge, Cyril. Tu sais, on entend un bruit de fond. Ah, c'est ma fille peut-être. Ah, ben voilà, et voilà. C'est un bruit de remue-ménage. Oui. C'est pas vrai. Ah, C'est le voleur. Non.
Oui, Joël. Je disais que mon interprétation de la baisse, là, c'est que les investisseurs ont pris conscience presque peut-être un peu tous ensemble que le marché était survalorisé et puis ils ont décidé de faire une correction. Il y a d'autres raisons aussi, je pense, Joël. C'est qu'il y a eu il y a plein de raisons, oui. Il y a eu des grosses pertes en Chine et en Europe et il y a eu des prises de bénéfices obligatoires pour aller boucher les trous. Oui. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que je fais du trade uniquement sur des valeurs américaines ou presque exclusivement. Et qu'est-ce qui t'a, Joël, qu'est-ce qui t'a amené au trading en fait, avant de, parce que tu dis, justement, c'était l'une des questions d'un participant là. Pourquoi traite-t-on? Oui. Dans mon cas, c'était pour faire fructifier une partie de mon capital. Oui. Et pour le moment, la fructification n'est pas vraiment au rendez-vous. Moi, je pense qu'il serait bien que tu vois Patrick, peut-être, puisque vous êtes sur Paris tous les deux. Oui. Je sais pas, ça serait sympa que vous vous rencontriez. Vous êtes dans le même. Je pense qu'il peut être très utile. Il peut être très utile parce que quand tu as des comptes à. Tu sais, on ne gère pas un patrimoine un compte à 6 chiffres comme on gère un. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que logiquement, les traders, les pros gardent toujours des petits comptes. Tu sais, 15 000, 20 000 $ pour apprendre à trader. Et trader sur des positions un peu plus importantes, c'est comme un bateau, tu vois. Petit bateau, petit problème, gros bateau, gros problème. Gros problème. Ça se manœuvre pas de la même manière, ça n'a pas du tout le même. Je pense que les stratégies sont pas les mêmes. Mais donc avant, en fait, c'est par l'intermédiaire de comment il s'appelle, de Romain que tu es rentré, que tu as commencé à trader les options. Oui, si je comprends bien. Hein, ouais, ça c'est. Non, mais... Et surtout que c'est tout sauf un jeu. En fait, il a endormi tout le monde, hein, Joël. Hein. Il a endormi tout le monde. Hein. C'est bon. Après, il faut corriger le tir. Il faut. Le trading, c'est pas quelque chose de facile du tout, contrairement à ce qu'il dit. Il n'a jamais abordé le problème des Grecs. En fait, il a vendu du concept du prêt à trader, aucune notion du risque, aucun. La chance, c'est que ça a marché 2012, 2013, 2014. Ok, d'accord. Mais c'est hyper risqué. Hein. C'est du travail. Hein. Il y a un travail quand même. D'apprentissage, de structuration, un travail psychologique. Il y a également un travail psychologique. Non, c'est sûr, oui. Non, mais j'ai un petit peu essayé les spreads. J'ai dû faire un butterfly. Oui. J'ai fait quelques iron condor. Oui. En fait, bêtement, je suis revenu à vendre de put. Peut-être parce que c'était plus simple. Oui, non, mais... Oui, évidemment. Il y a une méthodologie, c'est plus. Tu sais, Joël, une butterfly, c'est on va dire, un spread qui est protégé. C'est encadré, c'est structuré, il y a une manière de le faire. Moi, je compare notre forme de trading à de la pâtisserie. Il y a autant de grammage, on prépare, on fait notre météo, on regarde. Moi, quand je fais un trade, je le prépare longtemps à l'avance, je paramètre, je fais des calculs, je regarde les niveaux, les supports, les résistances, sur plusieurs unités de temps, je vais après aller dans la chaîne d'options pour aller chercher des informations, un certain nombre d'informations. Je vais structurer ma butterfly ou pas, et puis parfois je laisse mariner. Je la laisse mariner en disant je vais voir. Et puis, il y a un moment où les conditions sont évidentes ou pas évidentes. Moi, je traite peu, en fait. Je fais peu d'opérations, mais à chaque fois, c'est assez bien réussi. Qu'est-ce qui parle là parce que c'est Émeric. Ah, c'est Émeric, oui. Émeric. Hein. Et moi, je pense, si j'étais toi, essaie de voir Patrick, Joël, essaie de le rencontrer. Je pense qu'il sera plus qu'utile, là. Largement plus qu'utile. Nos fondamentaux et comme disait Patrick, ne pas trader quand on le sent pas et je pense qu'on peut pas faire abstraction des Grecs. Il y a des méthodologies bien concrètes. Bruno, en fait, le delta principalement.
Le problème, c'est que Romain, là, il n'y a pas d'analyse technique, et pas de... Les Grecs, c'est pour les matheux, ce qui est complètement faux. Hein. Mais ça, alors il a anesthésié tout le monde. C'est vrai que c'est plus facile à vendre et c'est moins de travail pour lui, pour son suivi et autres. Mais il expose les gens, il met les gens dans des situations parfois qui peuvent être très très inconfortables. Oui, ben c'est le cas maintenant. Là. Oui, Oui. je voudrais un peu intervenir sur la vente de Naked Put. Je ne parlerai pas de Romain, mais de bons traders d'options. Je me rappelle d'un bootcamp géré par Marc Sébastien, Option Pit. Il disait que sur une longue période, si on compare l'évolution du SPY et d'un index composé uniquement de vente de put sur le SPY, la vente de put, de naked put sur le SPY, systématiquement, avec une déviation standard moindre, surperforme le SPY. Bien, et on ne peut certainement pas dire que Marc Sébastien ne s'occupe pas des Grecs, etc. Il conseille beaucoup plus d'options complexes avec beaucoup de legs, mais n'empêche que bien gérer une vente de put semble à long terme relativement profitable. C'est vrai qu'il y a des périodes très frigorifiantes, mais voilà. Enfin... Oui, Alain, je suis d'accord avec toi, si tu sais à quel moment le faire. Si c'est bien fait. Oui. Et autre chose, si tu sais ajuster. Oui, d'accord. Ajuster, parce que si tu vends des puts à nu avec le bon niveau de volatilité, ça peut corriger éventuellement un mouvement, une direction sur laquelle tu t'es trompé. Auquel cas, d'accord. Là, je suis d'accord. Mais si tu les fais un peu à la Romain de la Crétase, au doigt mouillé comme ça, tu risques très fort parce que alors qu'il suffit simplement de regarder les graphes de volatilité, et de rajouter un percentile ranking ou ce genre de choses pour savoir si tes options sont chères ou pas chères. Autant vendre le bon niveau quand même. Mais si tu fais pas ça, tu risques d'avoir, surtout sur le SPY, où tu passes d'un VIX à 12, 13, 14 et en 2 jours il passe à plus de 50. Dans ces eaux-là, voilà, là, tout dépend encore du profil, des retours attendus, de la stabilité de ces retours. Moi, je vois Tony Sizemore, qui est un coach, qui est un bon trader, et qui connaît toute la sauce des cartes, etc. Et il avait 150 naked puts et il s'est pris une gifle. Oui. Je veux dire que ça arrive au meilleur. En fait, le tout, c'est d'être en adéquation et d'accepter le risque d'avoir de temps en temps une grosse baffe. Bien sûr, on va gagner de l'argent. Bien sûr, on peut en gagner plus qu'avec... Mais c'est toujours ce qu'on dit tous, et Patrick l'a rappelé tout à l'heure, c'est risk and return. Qu'est-ce que vous voulez pour quel type de risque vous êtes prêt d'accepter? Et souvent un risque qui est sous-évalué. C'est ça le problème. Oui, à la décharge de Romain de la Crétace, c'est que ces puts sont vendus vraiment très en dehors de la monnaie, ils sont très loin de la monnaie et ils sont à très long terme. Donc si on a une analyse fondamentale sur des blue chips, vraiment le risque est un peu minimisé. Je ne dis pas qu'il est nul, mais sur le long, il vend ça, je pense, à plus de 6 mois, 1 an, c'est des lips pratiquement et c'est à des deltas de... je ne sais plus, mais 10, 20, 10 peut-être. Et donc, bon voilà. Je suis d'accord avec toi, mais si parfois tu fais un simple spread qui va durer 15 jours. Oui, et tu le répètes, bien sûr. Oui, on est d'accord. Tu le répètes, c'est bien calibré, ça demande un petit peu plus de travail. Voilà, c'est ça. Un tout petit peu plus de travail, et tu n'es pas embarqué dans des positions où tu vas vendre des primes, tu vas attendre 2 ans pour toucher $100. Et en ayant immobilisé, tu vois, c'est un peu le... Oui, en ayant immobilisé. C'est un peu ça. Je me faisais l'avocat du diable, c'était simplement... non, mais on discute. On discute. Le problème, d'après moi, c'est que à présenter une méthode d'apparence hyper simple, on atteint un niveau de complaisance. Alors, on a fait
avec, je ne sais pas comment s'appelle ce gars, des puts à 6 écarts type, delta 10, etc. Et puis on se sent tellement en confiance qu'on va commencer à en prendre d'autres et d'autres et d'autres. Et puisqu'on n'a jamais eu l'appréciation réelle du risque, eh bien on commence à aller dans un territoire inconnu. Et puis je prends des naked puts sur d'autres sous-jacents, etc. Et moi je dis toujours, revenez aux fondamentaux. On ne peut pas trader sans connaître les Grecs. C'est comme si on allait au McDo tous les jours, en fait. C'est simple ça, tu vois. C'est facile. Il vaut mieux apprendre à faire un peu de cuisine saine, et puis ça évite pas mal de problèmes de cholestérol, de diabète et autres. Pour moi, c'est trader à l'aveugle. Si on n'a pas, si on comprend pas les fondamentaux qui sont la dynamique même des options, oui, on va au suicide à un moment ou à un autre. Donc je veux aussi entendre, si possible, Daniel Routier. Et s'il y a peut-être un autre Bruno Voisin qui a besoin de se présenter, parce que j'en vois maintenant 4 ou 5. Mais allô? Daniel? Bon, il a dû disparaître. Je sais aussi que Patrick voulait poser une question, et puis je voudrais aussi, peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé de choses là. Bon, je vais passer sur la présentation. Je vais vous présenter moi ce que j'ai fait récemment. Mais Patrick a une question à poser. Oui, la question elle est simple. C'est est-ce que en plus du soft qui est providé par votre broker, vous utilisez quelque chose d'autre à côté pour gérer vos positions? Un autre logiciel. Alors moi j'ai rien à vendre, j'ai pas de logiciel à vendre, je suis pas là pour ça. Mais est-ce que vous utilisez uniquement le soft qui est donné par votre broker en ligne, ou est-ce que vous avez autre chose dans laquelle vous rentrez vos positions et vous pouvez simuler de manière différente vos risques, vos gains, vos risques reward et ainsi de suite? Moi personnellement, je travaille avec TOS, qui est une des meilleures plateformes. Et j'ai hésité longtemps à reprendre OptionView, mais je vais le prendre quand même. Mais je conseille aussi, comme je vois certains sur Capital Discussions, OptionNet Explorer a l'air d'être très bien. Après, il y a d'autres plateformes professionnelles où on peut tracer toutes les courbes, les courbes en 3D ou plus, mais là, ça commence à coûter très cher. Je pense qu'une plateforme abordable, sont OptionNet Explorer et OptionView. Mais il y en a d'autres, j'imagine, on ne les connaît pas. iVol aussi, oui. Oui, j'ai entendu parler, oui. Il y a quelque chose chez eSignal qui s'appelle Option Analytics, qui a l'air d'être vraiment pas mal, et ça c'est à tarif, semble-t-il, très, très concurrentiel, du même ordre qu'OptionView. Bon, moi, c'est des softs que je découvre, mais que j'ai pu voir un peu et essayer d'appréhender. On s'approche tout doucement de certains softs pro, mais tout ça, c'est pour dire que c'est quand même assez important ne pas avoir uniquement le soft qui est donné par votre broker, mais pour moi c'est fondamental d'avoir quelque chose à côté, parce que justement ça peut vous donner conscience de certains paramétrages qui ne sont peut-être pas faits chez votre broker, et d'utiliser et de comprendre et d'assimiler les grecs qui sont quelque chose de assez facile à comprendre lorsqu'on leur donne des noms un peu différents, des méthodologies différentes pour les appréhender. Et je pense que quand j'entends la taille des portefeuilles qui sont importants que vous avez, moi personnellement, avec des portefeuilles comme ça, je ne me passerai pas de ce type d'outils qui vont vous coûter, je sais pas, ça coûte rien, ça coûte 300 € par mois par exemple, mais à côté de ça, ça vous ouvre un panel très important, très très important. Et une dernière chose, parce que j'ai entendu parler des cartes types et autres, il y a une chose à faire attention, parce que hier soir j'ai suivi une discussion sur un site, une radio là qui s'appelle Tasty Trade, un truc comme ça. Tasty Trade, ouais. Il y a des trucs très intéressants dessus. D'ailleurs, il y a une formule que je suis en train d'essayer d'appliquer, mais j'ai pas réussi, parce qu'elle est sous du Excel US, et j'ai trouvé le même en français, mais ça fonctionne pas tout à fait. Il y a une grosse erreur qui est faite, une énorme erreur qui est faite. Oui. Le truc, c'est qu'on dit, voilà, le nombre de jours dans l'année, c'est 365.
D'accord? Donc on regarde une vol implicite qui vaut X, et on s'amuse à dire, bah, tiens, quelle sera la variation hypothétique du sous-jacent dans 30 jours en prenant cette vol X et en ramenant ça sur 365 jours. C'est complètement faux. C'est totalement faux. Il n'y a plus aucun trader professionnel qui vous affiche des prix qui travaille comme ça. On est tous, ou on a tous été, en nombre de jours ouvrés. Donc 225, 250. Donc tous les modèles qui sont affichés prennent en compte une semaine de 5 jours, enfin une semaine de 7 jours. Et le fait est, c'est que votre θ de vos options est dispersé sur la semaine. Et prend en compte aussi les jours fériés ou les jours à demi-fériés, où on sait par exemple que la bourse est ouverte, mais il y aura zéro volume, donc du style la veille de Noël, et ainsi de suite. Donc faire très attention, parce qu'il faut surtout pas se baser sur un modèle à 335 jours. Et ça va changer énormément de choses. Hein, parce que quand vous passez sur un nombre de jours ouvrés qui passe de 365 à 225 ou 250, moi j'ai fait un petit calcul là, sur un exemple qu'ils ont donné, une vol à 50%, une expiration à 30 jours, dans leur idée, le sous-jacent allait varier de 7,44 $. Okay, passer ça à 225 ou 254 ou à 250 jours, c'est 9,5. Hein. La différence est 30%. Oui. Cela paraît logique, mais ce genre de discussion, je le connais donc, a déjà existé pour l'Ishimoku, où l'Ishimoku a été établi historiquement sur 6 jours tradés par semaine. On a essayé de modifier les différents niveaux à 5 jours par semaine, et en fait, il marche moins. Probablement parce que 6 jours par semaine a conduit à des niveaux validés. Et voilà, les vrais traders sur Ishimoku gardent 6 jours par semaine. Alors, oui. Alain, si je peux me permettre, c'est pas comparable. On parle d'options. Si tu veux, là, c'est dans un problème. On parle d'analyse technique et d'Ishimoku. C'est vrai que si tu changes un paramètre sur un paramètre d'analyse technique, là, c'est beaucoup plus important, si tu veux, ces notions de volatilité, la manière dont elles sont calculées, ça change tout. Quand on te dit il y a 30% d'écart, un écart de 30% sur une manière de calcul de volatilité, c'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. Votre pricer fonctionne chez votre broker. Est-ce qu'il est sur une base 365 jours? Est-ce qu'il est sur une base de nombre de jours ouvrés? Parce que du coup, ça va changer complètement votre comment ça s'appelle, standard deviation. Là. Ça va changer énormément de choses. Hein. Donc ça change les θ, ça change tout, les deltas, les gamma, tout ça? Obligatoirement. Et quand je te dis ça change tout, c'est que nous, quand on est passé dans les années, début des années 2000 sur des modèles, on appelait ça des modèles 7/7e. Donc voilà, c'est 7 jours ouvrés à des modèles 5/7e. Dans notre gestion à nous, au quotidien de nos positions, ça a tout changé, quoi. Et quand je dis tout changé, c'est que il y a des moments où on souffrait énormément sur une mauvaise gestion du gamma, ça nous a donné des bouffées d'oxygène. Le θ, c'était pareil. Le θ n'arrive pas le lundi matin comme une massue, mais est dispersé sur les 5 jours. Mais donc c'est pour ça que c'est important de savoir le modèle qui est derrière votre broker, comment il fonctionne. Franchement, c'est très important. Moi, je calcule toujours tout sous Excel. Hein. Je ne fais pas confiance, à la limite. Et ça, il y a d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien Excel, il y a un add-on qui a été écrit par un Australien, ça s'appelle Hurdley. C'est très intéressant, ça coûte 3 fois rien. Je crois même qu'il y a une version gratuite. Allez regarder sur hurdley.net, je vous le mets là. C'est une boîte à outils qui coûte rien ou 3 fois rien, et sous Excel, vous pouvez faire pas mal de choses. Je voulais quand même, parce que ça fait 1h15, bon, je ne sais pas si on va entendre tout le monde, on a touché à pas mal de sujets, mais je voulais revenir à moi et montrer un peu ce que moi j'ai fait récemment, histoire de voir des graphes, parce qu'on parle beaucoup, mais on ne regarde pas grand-chose. Alors, je ne vous montre pas la position de septembre qui a déjà été clôturée. Comme je vous disais au début, moi je suis très market neutral, parce que au niveau gestion du risque, peut-être que je ne suis pas... très rock'n'roll, peut-être que je cherche pas, enfin si, je pimente un petit peu mon training par des weekly, en particulier des weekly calendar.
Mais généralement, moi, j'aime bien dormir sur mes deux oreilles. Et je suis déjà très satisfait de faire mes 3 et quelques pourcents sur du Weird Door. J'ai suivi ce qui s'appelait la Jeep de Jim Riggio et même auparavant de Dan Harvey. J'ai vu les modifications qu'a faites Amy Meissner sur Capsule Discussion. Et puis, je suis arrivé à ma propre sauce. En particulier en septembre, en août, mais l'expiration septembre, quand ça a chuté, moi, je l'ai déstructuré assez rapidement. J'ai déstructuré, ce qui fait qu'au milieu de la chute, j'avais plus qu'un condor un petit peu broken. Et ensuite, j'ai pris une initiative qui n'était pas forcément la meilleure, c'est que je l'ai complètement retourné. Vers la dernière semaine, j'avais ce qu'on appelle un cold weird door, où la Jeep, elle regarde vers la gauche. Ce qui était quand même assez pratique, puisque comme bien sûr, ce type de Jeep Weird Door est très très pratique si le marché continue à chuter, et relativement peu risqué quand le marché remonte, comme là il y a eu un petit rebond, puisque mes call spreads ont dévalorisé assez vite avec la baisse de volatilité. Mais bon, j'ai pas fait autant d'argent que je rêvais, mais c'est pas grave. Et donc là, j'ai repris un Weird Door relativement standard. Vu les niveaux de volatilité bien calculés ou mal calculés, ça ressemble plus à une bête mobile qu'à une Jeep, parce que forcément les écarts types se sont élargis. J'ai la chance d'avoir une bonne plateforme, hein. Vraiment TOS, c'est dommage que Ameritrade ait laissé tomber tous les traders européens pour des problèmes de régulation, de réglementation, pardon. Mais c'est une des plateformes les plus complètes qui peut à 90% éviter de prendre une plateforme genre OptionView. Comme vous pouvez le voir, là j'ai pris ce trade il y a 2-3 jours. C'est très 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 resilient. Ça résiste très bien même à la montée de volatilité, etc. J'ai un gamma qui est en fait c'est du delta neutral, mais comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment pas de gamma. L'avantage aussi par TOS Thinkorswim, c'est que je peux donc estimer les Grecs interagissent les uns les autres, comme le dit très bien John Locke, hein. Rien n'est parfait, il n'y a pas une plateforme qui soit parfaite, mais disons que je vais avoir une estimation par ces price slices, là où mon gamma et mon delta pourraient commencer à être dangereux, et encore dangereux, pour moi c'est du delta 25 ou moins 25, et donc je place mes alertes par avance, qui arrivent directement sur mon téléphone portable. Enfin, c'est vraiment un trading très cool qui permet de regarder sur ces écrans peut-être une demi-heure à 1 heure par jour. Voilà. Cette position est à mon avis bien partie. Bon, évidemment, j'ai aplati mon delta par un achat d'un put, là, comme vous voyez, c'est la petite jupette de ma Jeep là sur la gauche, qui bien sûr par la volatilité ambiante m'a coûté très cher, mais c'est pas grave parce que logiquement je devrais quand même faire mes 5 à 6% dans le mois. Si j'ai pas d'ajustement. Si j'ai un ajustement, je baisserai peut-être à 3 ou 4. Donc ça, c'est un trade très très facile. Là récemment, dans la série des trades assez faciles, je me suis mis au M3 de John Locke. J'ai regardé toutes les vidéos. Là, comme vous pouvez le voir, c'est aussi un T+0 line qui est super flat, vraiment tout plat de chez plat, avec l'avantage c'est que même sur, regardez, même sur du... faut monter à 2050 pour que le Vega devienne positif. Bruno, oui. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un T+0 line. Hein. Ah ben c'est la blanche. Non mais il faut expliquer parce que je ne sais pas si tout le monde le sait. Je ne sais pas si tout le monde est familiarisé avec les Grecs, les rapports entre les Grecs et autres. C'est la modélisation de la courbe de prix à l'instant T, donc maintenant. Voilà. Il est évident que la plupart des traders ne s'intéressent pas vraiment à la ligne d'expiration, la expiration line. Ce type de trade, que ce soit Weird Door ou M3, sont des trades qu'on sort à peu près 2 semaines avant, pour éviter justement dans la fin de vie des options d'être pris dans une tourmente de gamma. Alors évidemment, effectivement, je parle peut-être à des gens qui n'ont pas l'expérience des Grecs, mais c'est vraiment une invitation à vous y plonger. C'est quoi un M3?
Un M3, c'est à la base, je dirais que c'est le tome 2 ou le tome 3 des stratégies de John Locke basées sur les butterflies. John Locke est le père du Bearish Butterfly. Et ensuite, il a conçu ce trade, je pense, en 2006 ou 2007. Donc, ce trade a même très bien passé les tourments de 2008. Grosso modo, c'est un butterfly, comme vous pouvez voir Sur les puts, hein. Sur les puts. On peut le faire en put, on peut le faire en iron, donc à moitié put, à moitié call. On le fait très rarement sur les calls, mais là où effectivement c'est que des puts. Donc c'est une forme de pyramide pour ceux qui ne connaissent pas. Mais justement pour éviter d'avoir du delta ou du gamma et donc de ne pas avoir trop à ajuster trop vite, il rajoute un deep in the money call, donc un call que moi j'ai acheté sur 1800. Et comme vous pouvez le voir, ça coûte très cher, hein. C'est un trade qui coûte assez cher, hein. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai l'avantage maintenant, si je reste sous la tente ou sous la pyramide, j'ai un potentiel de profit qui est faramineux, mais je suis très très bien protégé à la hausse et relativement bien protégé à la baisse. Donc forcément, si je sortais de la tente, je serais obligé d'ajuster. C'est un trade qui s'ajuste en moyenne un peu plus long que le Weird Or. Le Weird Or, c'est le trade full par excellence. Le Weird Or, vous allez modifier peut-être 2 fois dans le mois. Donc c'est un trade assez pépère. Le M3 est un trade plus compliqué. C'est pas la peine de l'aborder si vous n'avez pas fait vos classes sur les calendars, enfin sur les grecs, puisque c'est il n'y a pas une méthodologie précise, il n'y a pas une recette de cuisine précise, mais c'est plutôt une méthode qui cherche toujours à garder un delta très plat et un gamma et même ce qu'il appelle le gamma trend, donc une évolution du gamma la plus plate possible. Et ça, je vous dis, si vous arrivez à ça, là encore, vous avez un niveau de stress dans votre trading qui est à 0. Et je pense qu'en revenant à ce qu'on disait au départ, il faut être comment dire, en adéquation avec le risque tel qu'on l'a bien estimé, et on peut l'espérer correctement estimé, et trader en fonction de son risque. Moi personnellement, je trade à peu près 60% de mon portefeuille sur le Weird Or, et je vais progressivement les mixer avec des M3, et je fais à peu près 20% sur des weekly calendars, des choses un peu plus. Mais et je garde toujours une réserve de cash pour des ajustements qui peuvent coûter. Mais voilà, ça, là encore, on pourrait parler de capital management, on parle de money management, des ajustements et autres, mais on pourrait parler aussi donc de la gestion d'un portefeuille d'options, et peut-être qu'on se parlera la fois prochaine. Voilà, moi j'ai montré un peu ce que je voulais dire. Alors, soit vous voulez partager vos écrans et montrer, mais je vois qu'on est déjà pratiquement à 1h30. Ce que j'avais prévu, c'était éventuellement développer et là je pense pas être très là-dessus, mais effectivement si on n'a pas tous les bases, ça va peut-être pas être très intéressant pour tous, mais c'était parler justement dans ces mouvements de ce qu'on voit en ce moment, c'est ce qu'on appelle un contango, donc une courbe de structure du VIX. Patrick, peut-être que tu peux en parler? Je n'entends pas très bien parce qu'il y a un bruit qui est assez important. En fait, qu'est-ce que c'est ce que vous avez pu voir dernièrement, c'est ni plus ni moins que ce que vous verrez sur tout marché qui rentre dans un nouveau régime et un régime baissier violent de choc. Avant, vous aviez la première échéance ou les premières échéances qui étaient moins chères en volatilité que les échéances suivantes. Je voulais dire que tout simplement, les investisseurs au sens large, que ce soit vous particuliers, tout type de professionnels, pensaient que le marché n'allait pas bouger sur le court terme et que le risque, s'il y en avait un, il allait être sur le moyen ou long terme. Voilà. Là, avec le choc de marché qu'on a eu, quelque chose de classique, quand on a besoin de se couvrir, on va chercher les options court terme. Donc les premiers mois, le premier mois, les échéances les plus liquides. Et du coup, tout le volume se fait dessus et tout le monde fait un peu la même chose. Vient acheter de la couverture des puts
Et du coup, la première échéance, qui par exemple sur un autre type de graphe, si on prend ce VIX, valait peut-être 22, voilà, il est passé de 22 à 28, ou peut-être même en dessous de 22. Hein. Il y a eu complètement inversion de la courbe. Et ça, c'est classique des marchés où il y a un choc. Moi, je suis très méfiant et ça c'est une déformation, hein, mais je suis très méfiant des périodes longues où la vol courte est écrasée. On écrase la vol courte parce qu'on va empocher du θ à court terme. La problématique, c'est que quand il y a un jump de vol, sur le court terme, elle est très violente. On l'a vu, quand on passe de je sais pas, 12-15 à 48 sur le court, ça fait très très mal. Je suis un peu étonné, vous marquez Contango, pour moi, je suis peut-être pas spécialiste, c'était plutôt une backwardation. Les futurs sont moins chers, donc on peut en acheter plus. C'est l'inverse d'un Contango. Le marché est habituellement le VIX est habituellement en marché de Contango, mais dans ce cas-ci, il est exceptionnellement en backwardation, me semble-t-il. Exactement. Actuellement, on est en backwardation. Les références, des fois, sont un petit peu inversées. Hein. Mais là, pour moi, c'est un Contango. Le backwardation, c'est une courbe montante de la structure de taux. Mais en tout cas, c'est qu'on a une volatilité très très élevée. On peut effectivement en prendre profit. Hein. Ça peut être très intéressant. Je suis d'accord avec toi. Très intéressant. On peut même prendre des positions de calendar où on va vendre la volatilité qui est très élevée, et donc on va gagner pas mal d'argent, et puis acheter la volatilité sur une expiration lointaine. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Hein. Ouais. Tout marché a ses opportunités, mais encore une fois, tout n'est pas bon. Toutes les stratégies de base, ou plus ou moins complexes, sont pas forcément bonnes à prendre en fonction du marché. Là, il faut faire très attention. On a un marché qui est très particulier. Exactement. Mais en fait, si vous regardez ce marché actuellement, enfin moi je regarde depuis plus un an, je trouve qu'il y a des opportunités de trading qu'il n'y a pas eu depuis 12 ans. C'est très intéressant de traiter un marché avec des vols élevés. C'est beaucoup plus intéressant que traiter un marché avec des vols faibles. Hein. Vol élevé dit spot qui va bouger, dit prix plus important pour vous, évidemment risque un peu plus important, mais dans ce cas-là on réduit les risques parce que les bénéfices peuvent être très substantiels du fait de cette hausse de la volatilité, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de traiter un marché à volatilité élevée qu'un marché à volatilité faible. Vous avez plein d'opportunités qui sont là, que vous n'aviez pas il y a un an, voire 2 ans pour certains. Elles sont là, il faut savoir prendre son temps, mais il y a plein de choses à faire. Et comme disait Emmerich, quand on commence à avoir envie d'un trade, on le mature un petit peu. On attend un peu, on ne se lance pas tout de suite dedans, on regarde un peu, on pèse le pour le contre, on utilise justement les petits softs qu'on a pour regarder ce que ça peut donner. On regarde aussi un petit peu ce qu'il y a autour, macro. L'utilisation des graphes, pour moi, est importante, mais que je dis, pourquoi se passer d'un outil? C'est un outil d'aide à la décision, tout ce qui peut vous aider à faire une bonne décision, même si on ne le maîtrise pas totalement, il faut regarder. Et là, il y a des choses qui sont, à mon avis, fabuleuses à faire. Et surtout sur des périodes courtes, parce qu'il va y avoir, et il va encore avoir des mouvements importants. Et c'est quand même vachement sexy. Pour moi, c'est des vols super sexy, quoi. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Mais justement, je voulais quand même aussi montrer qu'il y a pas mal d'outils, sans même encore une fois revenir à l'analyse technique du sous-jacent. Dans le monde même des options, il y a pas mal d'outils à notre disposition pour analyser le marché. Moi, j'ai une analyse technique, Bruno. Je regarde systématiquement. Ah oui, mais j'en ai fait pendant des années. J'ai même développé 30 000 lignes de code pour TradeStation en C++. Oui, je sais très bien. Mais maintenant, je fais confiance à quand même un bon nombre de traders d'options qui ne vont pas plus loin que la bande de Bollinger et quelques moyennes mobiles. On n'est pas obligé. Oui. Non, il faut des systèmes simples. Quand je parle d'analyse technique, c'est des niveaux de support, de résistance,
sur 2-3 unités de temps, peut-être une Bollinger, un peu de Fibonacci, au moins savoir où on met les pieds. Surtout sur des indices sur le SP500, le Russell et autres. Ce qui s'est passé la semaine dernière, on l'a bien vu, hein, on était sur un support, le support a lâché. Voilà, c'était d'un point de vue technique, logique, et clair et logique. Donc après on sort la planche par gros temps ou le voilier par gros temps, pourquoi pas, hein, ça, c'est une question de choix. Hein. Moi j'ai une question par rapport au Max Pen Strike. Quel crédit vous accordez à ces Open Interest là, ces Max Pen Strike? C'est quoi, pardon? Au Max Pen Strike. Je sais pas de quoi vous parlez, là, tu parles. En fait, les Max Pen Strike sont des points de douleur maximum où en fait toutes les options achetées vont expirer sans valeur. Ah, moi j'ai jamais regardé ça, je ne sais pas. Non. J'enverrai un lien là-dessus. Mais bon, en fait, apparemment, bon, c'est des niveaux qui sont défendus par, je sais pas, je me suis essayé de dire par les market makers ou les institutionnels, qui ont tout intérêt à ce que les cours terminent à peu près sur les niveaux de Max Pen Strike. À un certain niveau, oui. Un certain niveau, oui. C'est des niveaux de résistance renforcés par effectivement les défenses des market makers. En fait, quand j'entends ce que tu dis, Cyril, ça me fait penser, alors je ne sais pas comment, enfin, je pense que c'est notamment dû à des market makers, entre autres, mais tous les grandes banques d'investissement émettent énormément de produits structurés. D'accord ? Oui. Et, quand ces produits structurés arrivent à échéance, il y a certains moments où ils vont défendre la position pour que le produit structuré leur apporte plus que ce que ça leur coûte. Mm-hmm. Et, grosso modo, je sais pas, prenons un indice qui vaut 2000, s'ils ont émis un produit structuré, on va dire, à base de put, qui fait que si l'indice casse 2000, ils doivent rembourser, je sais pas, par exemple 10% de coupons aux clients. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Plus on va approcher de l'échéance, et lorsqu'on va approcher de l'échéance, avec leurs moyens, ils vont faire en sorte de soutenir le spot. Pour justement pas casser ce niveau et pas rembourser le coupon aux clients. C'est ça. Oui. Enfin, il y a beaucoup de par exemple, quand on va sur l'intérêt, il y a beaucoup de positions, alors qui sont après difficiles à interpréter, mais où on voit des positions sur les mêmes lignes qui sont assez énormes, aussi bien dans les puts que dans les calls. Un peu un genre de barrière de niveau qui va être difficile soit à passer à la hausse ou à la baisse. Et ça, couplé avec les Max Pen Strike, c'est des niveaux qui sont assez, c'est assez significatif. Mais je ne sais pas, maintenant par expérience, je n'ai pas assez d'expérience là-dedans, je ne sais pas quel crédit on peut accorder à ça. Oui. Ok. J'aimerais qu'on termine dans une dizaine de minutes, parce que ça fait quand même 1h35 qu'on est en ligne. Là, je vous montrais, ça c'est aussi important, c'est regarder les courbes de volatilité implicite. Ça aussi, ça montre de manière claire l'offre et la demande sur certains strikes, et donc ça peut effectivement... bon, il y a plusieurs interprétations possibles, mais ça peut être effectivement un signe comme quoi, quand on a un smile ou un smirk assez pentu, comme quoi on a des attentes sur le marché de gros mouvements à court terme, enfin souvent. Donc ça, c'est... J'espère que votre plateforme ou votre broker vous propose ce genre de graphique. Pour moi, c'est assez important, là encore, dans la préparation d'un trade, de voir un petit peu quel est l'environnement de volatilité sur tous les strikes. Vous pouvez même d'ailleurs aussi vérifier une courbe, OptionView le fait, tracer la courbe des volatilités implicites at the money et la comparer avec la volatilité historique pour voir un petit peu si on est sur un marché surpricé ou sous-pricé. Ça, on a une idée donc là de l'offre et de la demande sur les options
qui deviennent donc chers par rapport au strike. Voilà, j'en parle comme ça. Mais oui, donc je voulais donc plus ou moins faire le débriefing, là, le wrapping up. Mais si vous avez encore d'autres questions à poser, c'est encore le moment. Mais les questions, c'est quel rythme, quel format vous voudriez avoir maintenant, parce que on a touché à des choses avec des niveaux différents. Il y a eu des questions assez pointues, des discussions assez pointues. Je pense qu'on devrait faire aussi des réunions peut-être plus thématiques, peut-être justement sur la gestion des naked puts, qui intéressent certains d'entre nous. Et est-ce que vous voulez faire ce genre de réunion toutes les semaines, 2 fois par mois, 1 fois par mois? Moi, ce que je vois, c'est que les Américains ne sont pas venus, donc on peut très bien faire ça dans la semaine pour que chacun garde son week-end. Oui, 1 fois par semaine. Oui, 1 fois par semaine, en semaine, oui. En semaine, c'est préférable, oui. D'accord. Une fois par semaine, je pense qu'il faudrait qu'on ait à l'avance des sujets... Un agenda. Un agenda, oui. Sur lesquels on puisse déjà chacun réfléchir. L'agenda, il sera tout le temps la même chose. On va peut-être évoquer un point technique, la gestion du risque sur les naked puts par exemple, le marché, et puis chacun partage un peu ses positions. Voilà, j'étais le seul à présenter, mais bon, ce serait intéressant de voir comment chacun gère ses positions sur telle ou telle plateforme, tel ou tel broker. Donc il y aura toujours 3 parties, marché, l'analyse du marché, peut-être l'analyse des positions de chacun, peut-être que quelqu'un a des difficultés sur telle ou telle position, et puis une 3e partie où on sera peut-être sans rentrer dans du fondamental, mais je vois qu'on a quand même des niveaux assez différents, des appréhensions, enfin des maîtrises différentes. Un point technique, on peut faire les naked put, et puis progressivement, tout le monde va se mettre au grec et au problème de volatilité implicite, tout le monde va rentrer dans le VIX, etc. Je pense qu'il y aurait, ce sera intéressant d'avoir 3 parties. La 3e partie sera peut-être plus, sans être théorique, un peu plus approfondie. Moi, je crois qu'il faut partir des choses fondamentales, Bruno. On peut faire le fondamental d'abord. On peut partir par des choses fondamentales. Tu vois ton graphique là, T0 lines, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je le comprends, mais je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Et partir sur des choses très simples, basiques, le delta, gamma, repasser sur des grecs de manière simple, parce que c'est vraiment c'est fondamental. Je suis d'accord, mais bon, chacun peut aller ouvrir un site sur un site web ou un bouquin. Mais en les pratiquant, en présentant pourquoi j'ai pris telle ou telle position, et justement j'ai regardé le delta, le gamma, c'est une position qui est à fort Vega. Vu l'environnement, j'ai préféré prendre des calendars que des butterflies. On va y arriver. C'est pour ça que en présentant les positions de chacun et en présentant un point technique, on va d'ici 1 mois ou 2, tout le monde aura déjà le vocabulaire, et puis après chacun fait son, comment dire en anglais, son homework dans son coin. Ouais. Sinon ça devient un cours. Et à ce moment-là, on va mettre Patrick à contribution à chaque fois parce qu'il est de loin le plus expérimenté. Donc, mais grosso modo, il y aura trois sous-thèmes ou trois sections. Et donc, moi, le mardi, je regarde assez souvent le Trading Group 2 parce qu'il a une heure raisonnable avec Tom sur Capital Discussion. Donc, je propose par exemple le jeudi autour de 18h. Mercredi, jeudi, ça peut être pas mal, oui. Comme ça, les gens qui partent en week-end dès le vendredi midi, on ne sait jamais. Est-ce que c'est enregistré? Ça sera enregistré, Bruno? Les webinaires sont enregistrés? Il y a une possibilité enregistré et tout membre de la communauté peut aller les regarder. Ouais. Bon, bah c'est parfait. Voilà, comme ça, c'est... Et si on a besoin d'envoyer des mails ou de se contacter, ou de contacter le groupe, comment ça se passe? Moi, je vais faire une liste de diffusion par mail parce que je pense que ça n'est pas encore tout à fait implémenté dans Capital Discussion. Mais il y a eu 2, en fait là pour cette première, il y a eu 2 échanges. Il y a eu un groupe de gens qui sont déjà membres et Aymeric va proposer 2-3 noms. Donc il y a 2 groupes que je vais intégrer dans une seule liste de diffusion. Donc ça je vais faire un mail global dans ces prochains jours et à ce moment-là il n'y aura qu'à répondre. Ce sera simple. Mais je sais que Tom le fera progressivement. Ouais. Puisque Tom pense même à plus tard des trading rooms, du mentoring, du coaching
les services sur Capital Discussion vont encore beaucoup se développer. Hein. D'accord. Voilà, voilà. Moi, personnellement, voilà, vous voyez à quoi je ressemble. Je vous ai donné mon numéro français sur lequel il y a... Je préfère WhatsApp parce que WhatsApp me suit partout dans le monde. Donc, des fois, je change ma SIM card pour une carte suisse, une carte anglaise. Et WhatsApp reste sur mon téléphone. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste le coordinateur du groupe de toute façon. Voilà. D'accord. Qui t'a amené jusqu'au Botswana? Moi, je suis sud-africain depuis 30 ans. Hein. Moi, je vis... ma passion avant les options, c'est la savane. Hein. J'ai investi beaucoup d'argent dans une réserve au Botswana. Et là encore, on pourrait y rester une deuxième heure. Et c'est ma passion. Je me suis dit toujours que je finirais par m'y retirer, mais bon, mon âge avance et je suis pas encore prêt. Mais disons que c'est mon petit Éden, mon jardin d'Éden là. Je suis bien au milieu de mes girafes, mes éléphants, mes lions, mais voilà. Mais ça parle peu à quelqu'un qui est franco-français, mais il faut pas oublier que moi je reviens, j'ai 30 ans d'Afrique derrière moi. Ah oui. Oui, moi je suis allé me balader dans le parc Kruger en 2011. En Afrique du Sud. C'est un petit peu trop civilisé pour moi, mais c'est très bien. Ouais. Ouais. Très très bien. Voilà, si vous n'avez rien ajouté, je vous envoie un petit mail, on confirmera pour jeudi prochain à 18h. Ce que j'aimerais bien, c'est que tout le monde s'inscrit sous son nom, parce que là, j'étais un peu perturbé par le fait que j'apparaisse 5 fois dans ce groupe. Ah, mais c'est un problème de lien. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il faut essayer de trouver un truc plus simple pour les connexions. Non, mais je pense que si vous vous connectez directement sur Capital Discussion, le mail va arriver de Capital Discussion et vous aurez chacun... Automatiquement, oui. C'est ceux qui auront eu mon nom, à mon avis, c'est ceux qui se sont connectés par le mail que moi je leur ai forwardé ensuite. Voilà. Oui. Donc si le point focal reste le site, ça sera beaucoup plus simple. Ok. Voilà. Super. Bah, écoutez, je vous envoie du soleil ici. Hein. Nous, on a du grand soleil. Comme en Belgique, du reste, non? Remets pas les photos dans la plaie. Là, je suis à Lille et il fait un temps de ch'ti. Voilà. Ah, c'est super. Moi, à Paris, il y a du soleil. Hein. On va profiter-en. Bruno, Cyril est ton voisin, hein, je te signale. Hein. Vous n'êtes pas très loin tous les deux. Hein. Ouais. Cyril, il est pas très loin. T'es pas loin, Cyril, là. Je suis à Tournai, j'habite Tournai. Ah, mais ça fait 1 kilomètre. Moi, je suis à Lille. Ah, voilà. Oui, on va prendre contact et on ira se boire une bière. Ça marche. Pour la braderie, là, bientôt, non? La braderie, c'est ce soir. Ah, c'est ce soir. Ah, bon. Voilà. Allez, bonne soirée à vous tous et merci soirée à cette première expérience. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.